Avez-vous déjà senti votre cœur se briser en 1000 morceaux dans une pièce remplie de gens qui vous sourient? Imaginez-vous debout devant l'autel, l'amour de votre vie vous fixant, non pas avec adoration, mais avec une indifférence froide et calculatrice. C'est ce qui est arrivé à Sarafina Blackwood. Le jour où elle devait devenir reine, le roi Lycan ne s'est pas contenté de la quitter, il l'a publiquement remplacée et a exilé son cœur. Mais il ignorait le secret qu'elle emportait avec elle en fuyant dans la nuit. 5 ans plus tard, le roi cherche un fantôme, mais il est sur le point de trouver quelque chose de bien plus dangereux, son propre sang. Voici l'histoire de la reine rejetée qui a caché les héritiers jumeaux du roi. La cathédrale de la meute de la lune d'argent était étouffante. Elle sentait les lys blancs, la cire d'abeille et l'odeur métallique et lourde de l'expectative qui émanait de 300 métamorphes de haut rang. Dehors, la pluie d'automne battait les vitraux, mais à l'intérieur, l'air était calme, trop calme. Sarafina Blackwood lissa la soie de sa robe, ses doigts tremblant légèrement. C'était un chef-d'œuvre de dentelle et de perles, commandé à un créateur milanais, destiné à marquer sa transition de fille d'un bêta déchu à compagne du roi Lycan. Elle leva les yeux vers l'homme qui l'attendait au bout de l'allée. Lucian Sterling, l'alpha des alphas, le roi Lycan. Il se tenait droit, ses épaules assez larges pour porter le poids du monde entier des métamorphes. Son smoking était d'un bleu nuit, taillé à la perfection, épousant la puissance létale de sa carrure. Mais ses yeux, ces tempêtes grises qui d'habitude s'adoucissaient en rencontrant les siens, étaient durs aujourd'hui, froids, distants. Alors que Sarafina faisait son premier pas dans l'allée, les murmures commencèrent. Ce n'étaient pas les chuchotements admiratifs d'une foule de mariage. C'étaient des sifflements discordants, confus. Pourquoi ne sourit-il pas? Regardez Isabelle au premier rang. Elle porte du blanc. Le cœur de Sarafina battait un rythme effréné contre ses côtes. Juste le trac, se dit-elle. Lucien m'aime. Nous sommes inséparables depuis le solstice d'hiver. Elle atteignit l'autel. Le prêtre officiant, un ancien nommé Tobias aux yeux de verre trouble, les regarda nerveusement. Il s'éclaircit la gorge. Nous sommes réunis ici sous le regard de la déesse de la lune pour unir le roi Lucien Sterling et Sarafina Blackwood, commença Tobias, sa voix vacillante, pour lier leurs âmes et leurs meutes dans... Stop! Le mot fut prononcé doucement, mais il claqua dans la pièce comme un fouet. Lucien ne regarda pas le prêtre. Il ne regarda pas la foule. Il regarda uniquement Sarafina. Le silence qui suivit fut si absolu que le bruit de la pluie dehors ressemblait à un tonnerre. « Lucien !» murmura Sarafina, en tendant la main vers lui. Il la retira. Le rejet de son contact fut un coup physique. Un hoquet collectif déchira l'assemblée. « Il n'y aura pas d'union aujourd'hui », dit Lucien, sa voix dénuée d'émotion, le genre de ton qu'un PDG utilise pour licencier un employé superflu. « Je ne peux pas t'épouser, Sarafina. » Sarafina sentit le sang quitter son visage. « Est-ce une blague ? Lucien, les anciens nous regardent. Le conseil est là. Je suis conscient de qui est présent, » répondit froidement Lucien. Il se tourna vers la foule, sa posture rigide. Un roi doit faire ce qui est le mieux pour sa lignée. L'oracle m'a rendu visite il y a 3 nuits. Elle a confirmé que Sarafina n'est pas ma compagne prédestinée. Mon loup ne la reconnaît pas. C'est un mensonge, s'écria Sarafina, sa dignité se fissurant. Tu as senti le lien. Nous l'avons tous les deux senti. J'ai senti du désir, corrigea Lucien, ses yeux se plissant. Et j'ai senti du réconfort, mais je n'ai pas senti l'appel de la lune. Et je ne lirai pas le trône Lycan à une femme au sang faible. Il fit un geste vers le premier rang. Isabelle Roche se leva. C'était la fille de l'Alpha du Sud, une femme au pédigree impeccable et d'une beauté prédatrice stupéfiante. Elle monta les marches, se tenant à côté de Lucien, sa main s'emparant de son bras avec une familiarité possessive qui retourna l'estomac de Sarafina. « Isabelle était ma véritable élue », annonça Lucien. « Le mariage aura lieu, mais la mariée a changé. » La cruauté de l'acte était à couper le souffle. Il ne se contentait pas de la quitter. Il l'effaçait, là, devant les caméras, la meute, le monde. Sarafina regarda Isabelle, qui lui offrit un petit sourire de pitié qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis désolée, ma chérie », murmura Isabelle assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. « Le destin est cruel. »« Tu savais » articula Sarafina, suffocant en regardant Lucien. « Tu m'as laissé mettre cette robe. Tu m'as laissé remonter l'allée. C'était le seul moyen de garantir que la transition du pouvoir se fasse sans heurte, » dit Lucien en vérifiant sa montre comme s'il s'agissait d'une réunion de conseil en retard. « Vous êtes renvoyée, Sarafina. La meute vous fournira une compensation. Vous avez 24 heures pour quitter le territoire royal. Renvoyée, comme une servante. » Sarafina ne cria pas. Elle n'attaqua pas Isabelle. Le choc était un sédatif,
engourdissant ses membres. Elle se retourna, faisant face à la mère de visage apitoyé et moqueur. Elle vit son père au fond, la tête dans les mains, incapable de croiser son regard. Elle sortit. Elle ne se mit à courir que lorsqu'elle atteignit les lourdes portes de chêne. Elle se précipita sous la pluie, l'eau trempant instantanément la dentelle de Milan, transformant le blanc immaculé en un lourd linceul gris. Elle courut jusqu'au parking, vers une berline cabossée, la seule chose qu'elle possédait qui n'avait pas été payée par la couronne. Elle chercha ses clés en tâtonnant, sa vision se brouillant, et se jeta sur le siège du conducteur. Alors qu'elle s'éloignait du château à toute vitesse, l'adrénaline commença à se dissiper, remplacée par une nausée profonde et écœurante. Elle dut s'arrêter sur la route sinueuse à flanc de falaise, vomissant dans l'herbe mouillée. Ce n'était pas seulement le stress. Elle se pencha en arrière contre la voiture, la pluie plaquant ses cheveux sur son crâne, et sa main dériva vers son ventre. Elle avait du retard, 3 semaines de retard. Elle avait pensé que c'était le stress du mariage. Elle avait prévu de faire le test ce soir-là pour surprendre Lucien lors de leur lune de miel à Bali. La prise de conscience la frappa avec plus de force que le rejet. Il m'a rejetée à cause de ma lignée, parce que je n'étais pas sa prédestinée. S'il savait pour l'enfant, non, les enfants, car les jumeaux étaient fréquents dans la lignée Sterling. Il ne la reprendrait pas. Il prendrait les bébés. Il les prendrait, les élèverait avec Isabelle, et jetterait Sarafina dans un cachot ou une tombe peu profonde, pour empêcher toute contestation du trône. Isabelle ne laisserait jamais vivre la mère biologique des héritiers. Sarafina regarda le miroir embué de sa voiture. Son mascara coulait, ses yeux étaient hagards. « Vous êtes renvoyé », murmura-t-elle à son reflet, imitant son ton. « Non, Lucien », siffla-t-elle en passant une vitesse. « Je démissionne. » Elle ne rentra pas chez elle pour faire ses bagages. Elle conduisit directement à une station-service, retira toutes ses économies, une maigre somme de 4 000 $, au distributeur automatique, et jeta son téléphone dans une benne à ordures. Elle acheta une carte routière, une bouteille d'eau et une paire de ciseaux. Dans les toilettes d'un relais routier à 30 km de là, Sarafina Blackwood coupa ses cheveux châtains longs jusqu'à la taille en un carré déstructuré et les teignit en noir de jais avec une teinture bon marché. Sarafina Blackwood mourut dans ses toilettes. Sarah Miller en sortit, sa main posée de manière protectrice sur son ventre. 5 ans plus tard, le diner, Sal's Gravy Boat, sentait le café brûlé et le nettoyant au pain. Il était situé à la périphérie de Seattle, une ville choisie pour sa pluie perpétuelle, excellente pour masquer les odeurs. Sarah, commande pour la table 4. Sarafina, maintenant Sarah Miller, s'essuya les mains sur son tablier et attrapa les assiettes. J'arrive, Sal. 5 ans. 5 ans à regarder par-dessus son épaule. 5 ans à réprimer sa louve jusqu'à ce que la bête en elle ne soit plus qu'une ombre dormante. Elle avait vieilli. Le stress avait creusé de fines rides autour de ses yeux et ses mains étaient rêches à cause des détergents agressifs. Elle n'était plus la noble femme drapée de soie. Elle était une survivante. Elle déposa les assiettes d'œufs et de bacon à la table 4, offrant un sourire fatigué aux camionneurs qui fréquentaient l'établissement. « Merci, ma belle », grogna l'un d'eux. Elle se dépêcha de retourner à l'arrière pour vérifier son téléphone. Il était 15 heures, l'heure de la sortie de l'école. Elle pointa, attrapa son manteau et marcha d'un pas rapide sous le crachin. Elle vivait dans un petit appartement de 2 chambres au-dessus d'une laverie automatique à 3 pâtés de maison. C'était bruyant et plein de courants d'air, mais le propriétaire, M. Henderson, acceptait l'argent liquide et ne demandait pas de papier d'identité. En approchant de l'école primaire, elle les vit, Léo et Lyra. Même de loin, ils étaient saisissants. Ils avaient les cheveux de Lucien, cette couleur corbeau épaisse et sombre qui semblait absorber la lumière. Léo avait les yeux gris orageux de son père, tandis que Lyra avait les yeux noisettes de Sarafina. Mais c'était leur énergie qui la terrifiait. Ils se chamaillaient près du portail. Léo grogna, un son trop guttural pour un garçon humain de 5 ans, et plaqua un enfant beaucoup plus grand qui avait volé la boîte à lunch de Lyra. « Léo !» cria Sarafina en courant vers eux. Léo se figea, la regardant. Ses yeux brillèrent d'or une fraction de seconde avant de redevenir gris. Le cœur de Sarafina s'arrêta. Elle attrapa Léo par le bras, peut-être un peu trop brusquement, et l'éloigna du tyran en pleurs. « On ne se bat pas », siffla-t-elle en s'agenouillant à son niveau. « Quelle est la règle numéro 1, Léo ? Ne pas laisser sortir la bête », marmonna Léo en regardant ses chaussures. « Il a pris la pomme de Lyra », ajouta Léo avec défi. « J'ai senti sa peur, maman. Il avait peur que je le morde. »« Nous sommes des humains », dit Sarafina, sa voix tremblante. « Les humains ne sentent pas la peur. Les humains appellent le professeur. »
Lyra tira sur le manteau de Sarafina. « Maman, le méchant monsieur à la télé parlait d'un papa. » Sarafina se figea. Elle pressa les enfants vers leur appartement, regardant autour d'elle, la paranoïa à son comble. « De quoi tu parles, Lyra ? Vous n'avez pas de papa. Il est mort à la guerre, tu te souviens ? » « Non, le roi, » dit Lyra innocemment. Aux nouvelles, dans la vitrine du magasin. Il ressemble à Léo. Sarafina sentit le sang quitter son visage. Elle traîna presque les enfants dans l'appartement, fermant les 3 verrous derrière elle. Elle alluma la petite télévision à l'image neigeuse dans le coin et chercha les informations. C'était une émission mondiale. Le Conseil des Métamorphes avait acheté du temps d'antenne sur les chaînes humaines sous le couvert d'une annonce pour la préservation de la faune. Mais chaque loup savait ce que c'était vraiment. Et là, sur l'écran, il y avait Lucien. Il avait l'air plus vieux, plus dur. Les cernes sous ses yeux témoignaient de nuits sans sommeil. Il se tenait à un pupitre, Isabelle à ses côtés. Mais Isabelle avait l'air misérable, décharnée. Le bandeau d'informations défilait en bas de l'écran. Le roi Lycan annonce une recherche mondiale pour un héritage perdu. Citoyens, gronda la voix de Lucien à travers les horribles haut-parleurs, envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale de Sarafina. Il y a 5 ans, une tragédie s'est produite. Nous élargissons nos périmètres de recherche. Nous recherchons des anomalies spécifiques dans la population. Il ne la cherchait pas, elle. Il cherchait des héritiers. La caméra zooma sur Isabelle. Elle avait l'air terrifiée. Les rumeurs avaient atteint jusqu'à Seattle que le couple royal n'avait pas réussi à concevoir. Un roi sans héritier était un roi vulnérable aux défis. Le Conseil des loups devait faire pression sur lui pour qu'il prenne une seconde compagne ou qu'il abdique. « Nous offrons une récompense », continua Lucien, « pour toute information menant à la localisation de Sarafina Blackwood. 10 millions de dollars. » Le chiffre clignota à l'écran. Sarafina éteignit la télévision, sa respiration courte. 10 millions. Tous ceux qu'elle connaissait. Salle ordinaire, Monsieur Henderson, le propriétaire, les voisins, la vendrait pour une fraction de cette somme. « Maman ?» demanda Léo, sentant sa détresse. « Le roi est méchant ? Il est très dangereux, » murmura Sarafina. Elle alla à la fenêtre, regardant à travers les stores. Un SUV noir aux vitres teintées descendait lentement la rue. Ce n'était pas une voiture de police. Elle portait l'emblème d'une griffe d'argent sur les enjoliveurs. Ils étaient là. Pas à Seattle spécifiquement pour elle, peut-être, mais les traqueurs balayaient les villes. « Faites vos sacs », dit Sarafina en attrapant un sac de sport sous le canapé. « Encore ?» gémit Lyra. « J'aime l'école ici. Madame Gable est gentille. »« Madame Gable ne peut pas nous sauver de lui », rétorqua Sarafina, puis s'adoucit. « Nous devons partir, mes bébés, maintenant. » Elle fourrait des vêtements dans le sac quand des coups retentirent à la porte. Ce n'étaient pas des coups polis. C'étaient 3 coups sourds et lourds qui firent trembler le cadre de la porte. Sarafina fit signe aux enfants d'aller dans le placard. Elle attrapa la poêle en fonte sur la cuisinière, une arme pathétique contre un métamorphe, mais c'était tout ce qu'elle avait. « Qui est-ce » cria-t-elle, essayant de prendre une voix de serveuse fatiguée et d'âge moyen. « Plombier, Monsieur Henderson a dit que vous aviez une fuite. » La voix était rauque, inconnue, et elle pouvait le sentir à travers le bois. Musc et chien mouillé, un métamorphe. « Je n'ai pas appelé de plombier, » dit-elle. « Ouvrez la porte, Sarafina. » La voix laissa tomber la comédie. « Nous sentons les petits. » Sarafina regarda la fenêtre de l'issue de secours. Elle était rouillée et bloquée. Elle avait l'intention de la réparer depuis des mois. Crac. Le bois autour du pêne dormant se fendit. On défonçait la porte à coups de pied. Sarafina courut vers le placard, attrapa les jumeaux et les poussa vers la fenêtre de la salle de bain. Elle était petite, en hauteur, et menait au toit de la ruelle. « Grimpe !» ordonna-t-elle à Léo. « Aide ta sœur. Courez jusqu'à la station de métro. Ne vous arrêtez pour personne. »« Et toi ?» cria Léo, les larmes coulant sur son visage. « Je vais vous faire gagner du temps. » La porte d'entrée explosa vers l'intérieur. 2 hommes en tenue tactique firent irruption. Ce n'étaient pas des gardes royaux. C'étaient des renégats, des mercenaires. Lucien avait engagé des chasseurs de primes. L'un d'eux, une brute massive avec une cicatrice sur le nez, sourit, révélant des crocs jaunis. « Tiens, la mariée en fuite !» Il se jeta sur elle. Sarafina ne se transforma pas. Elle ne s'était pas transformée depuis des années et était trop faible. Mais elle balança la poêle avec toute la force hystérique d'une mère. Elle heurta la tempe du renégat avec un bruit métallique satisfaisant, le faisant chanceler. « Partez !» cria-t-elle aux enfants. Léo poussa Lyra par la fenêtre et grimpa à sa suite. Le second renégat envoya Sarafina de l'autre côté de la pièce d'un revers de main. Elle heurta le mur et glissa au sol, goûtant le sang. « Ne la tuez pas !» grogna le premier renégat en secouant la tête pour chasser le vertige. Le roi la veut vivante, mais il n'a rien dit sur les gosses.
Il se dirigea vers la salle de bain. Sarafina gronda, un son purement animal, et se jeta sur ses jambes, plantant ses dents humaines dans son mollet. Il rugit de douleur et la repoussa d'un coup de pied, mais elle se releva en se traînant, bloquant la porte de la salle de bain. « Vous ne les toucherez pas » haleta-t-elle, le sang coulant de sa lèvre. Le renégat rit, sortant un taser de sa ceinture. « Faites une sieste, votre Altesse. » L'électricité la frappa à la poitrine comme un éclair. Son monde devint blanc, puis noir. La dernière chose qu'elle entendit fut le son de sirènes lointaines et le cri terrifié de sa fille depuis la ruelle. La conscience revint à Sarafina, comme une lente marée de verre brisé. Sa tête battait au rythme de son cœur, et le goût métallique de l'onde de choc du taser recouvrait sa langue. Elle n'avait pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir où elle était. L'odeur la trahissait. Bois de cèdre, pluie, et l'odeur sous-jacente et âcre de l'ozone. La forteresse royale, plus précisément l'aile ouest, le secteur de haute sécurité réservé aux prisonniers politiques et aux traîtres. Elle força ses yeux à s'ouvrir. La pièce était luxueuse, mais sans issue. Des rideaux de velours recouvraient des barreaux d'acier renforcés aux fenêtres. La porte était en chêne lourd, dépourvue de poignées à l'intérieur. Elle s'assit sur le lit moelleux, se tenant le ventre, son esprit s'emballant immédiatement pour les jumeaux. Léo, Lyra, s'étaient-ils échappés? Les renégats dans l'appartement s'étaient concentrés sur elle. S'ils avaient attrapé les enfants, les jumeaux seraient ici, probablement dans l'aile de la nurserie ou pire, détenus comme moyen de pression. Mais la pièce était silencieuse. La serrure cliqua, un son lourd et mécanique. Sarafina recula contre la tête de lit, sa posture défensive. La porte s'ouvrit et Isabelle Roche entra. 5 ans n'avaient pas été tendres avec la femme qui avait volé la vie de Sarafina. Isabelle était toujours belle, mais c'était une beauté fragile, frénétique. Elle était trop maigre, ses pommettes assez saillantes pour couper, et ses yeux étaient cernés de rouge. Elle portait la chevalière de la reine, mais elle semblait flotter à son doigt. « Tu es réveillée ?» dit Isabelle, sa voix dépourvue du ronronnement triomphant qu'elle avait affiché au mariage. Maintenant, elle semblait juste épuisée et en colère. « Où sont mes enfants ?» laissa échapper Sarafina. C'était un risque d'admettre leur existence. Mais elle devait savoir. Isabelle fronça les sourcils, penchant la tête. « Des enfants ? Le rapport disait que tu vivais seule, serveuse dans un diner. » Le cœur de Sarafina s'emplit d'un soulagement sombre et féroce. Ils ne savaient pas. Les mercenaires les avaient soit perdus, soit n'avaient pas pris la peine de signaler leur fuite pour ne pas perdre leur paie pour un travail bâclé. Je fais du babysitting, mentit rapidement Sarafina, son pouls s'emballant. Pour les voisins, je m'inquiétais pour eux. Isabelle laissa échapper un rire sec et méprisant. Une babysitter, de future reine à essuyeuse de nez. Quelle déchéance. Elle s'approcha, inspectant Sarafina comme une pièce de bétail. « Tu as une mine affreuse, mais ton odeur, elle est toujours forte, agaçamment forte. »« Pourquoi suis-je ici, Isabelle ?» cracha Sarafina. « Lucien m'a rejetée. Je suis partie. Je vous ai donné exactement ce que vous vouliez. Parce que, » siffla Isabelle, son sang-froid se fissurant, « tu n'es pas seulement partie, tu as emporté la chance de la meute avec toi. » Elle arpenta la pièce, sa robe de soie bruissant. Depuis ce jour, la meute de la lune d'argent pourrit. Les récoltes échouent, les chasses sont rares, et le roi... Elle s'arrêta, se mordant la lèvre. Lucien est instable, son loup est en deuil. Il t'a choisi, dit froidement Sarafina. Il a choisi la compagne prédestinée que l'oracle avait promise. Isabelle se détourna, regardant la fenêtre barrée. L'oracle, murmura-t-elle avec une étrange amertume dans le ton. Oui, eh bien, il s'avère que le destin est une chose capricieuse. Nous n'avons pas produit d'héritier, Sarafina. 5 ans, rien. Sarafina resta silencieuse. Elle savait exactement pourquoi. Le loup de Lucien avait rejeté le lien avec Isabelle parce qu'il était artificiel, mais elle ne pouvait pas le dire, pas tant que ses propres véritables héritiers étaient seuls à Seattle. « Il veut te voir », dit Isabelle en se retournant avec un regard de pur venin. « Il pense que te ramener calmera son loup. Il pense que s'il peut officiellement te démarquer ou quel que soit le rituel que les anciens ont concocté, il pourra enfin passer à autre chose et me donner un enfant. » Isabelle se pencha, sa voix baissant à un murmure mortel. « Mais écoute-moi bien, chienne errante. Si tu essaies de le séduire, si tu essaies de te frayer un chemin jusqu'à son lit, je trouverai ses voisins pour qui tu fais du babysitting, et je mettrai le feu à leur maison. » La menace était vaine concernant les voisins, mais l'intention était claire. Isabelle était désespérée. « Je ne veux pas de lui, » dit Sarafina. «
Je veux juste partir. » « Bien. » La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, l'air de la pièce changea instantanément. La pression chuta. La charge statique d'un alpha puissant emplit l'espace. Le roi Lucien Sterling entra. Il n'était que l'ombre de l'homme dont elle se souvenait. Ses yeux gris étaient ternes, entourés de cernes sombres d'épuisement. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Il portait un simple t-shirt noir et un pantalon tactique, pas les insignes royaux. Il ressemblait à un homme qui était en guerre avec lui-même depuis 5 ans. Isabelle se raidit. « Lucien, j'étais juste en train de lui expliquer. »« Laisse-nous, » ordonna Lucien. Il ne regarda pas Isabelle. Son regard était fixé sur Sarafina. Mais, dehors, l'ordre d'Alpha émana de lui, faisant vibrer les vitres des fenêtres. Isabelle tressaillit, baissa la tête en signe de soumission et sortit précipitamment, claquant la porte. Un silence s'étira entre eux. « Bonjour Sarafina, » dit Lucien. Sa voix était graveleuse, profonde et rauque. « Votre Majesté, » répondit-elle, gardant un ton glacial. Il grimaça au titre. Il marcha jusqu'au pied du lit, ses mains se crispant et se détendant à ses côtés. « Pourquoi as-tu fui ? Le plan de compensation, l'appartement en ville. Nous avions pris des dispositions pour que l'on s'occupe de toi. Qu'on s'occupe de moi ?» Sarafina se leva, sa colère l'emportant sur sa peur. « Tu m'as humiliée devant le monde entier. Tu m'as jeté comme un déchet à cause d'une superstition. T'attendais-tu à ce que je reste pour te regarder jouer à la petite maison avec elle ? J'ai fait ce que je devais faire pour la meute, » rugit Lucien en s'avançant. « L'oracle a dit que notre union apporterait la ruine. Elle a dit que ton sang était trop faible pour porter la souche alpha. Et regarde-toi maintenant, » rétorqua Sarafina en désignant son apparence hagarde. « Es-tu florissant, Lucien ? La meute est-elle prospère ?» Lucien s'arrêta. Il avait l'air vaincu. « Non, » admit-il doucement. « Elle ne l'est pas. » Il s'assit lourdement dans le fauteuil du coin, prenant sa tête dans ses mains. C'était une démonstration de vulnérabilité qu'elle ne s'était jamais attendue à revoir. « Mon loup hurle pour toi chaque nuit, » avoua-t-il, sa voix étouffée. « Je pensais que c'était juste de la culpabilité. Mais ça n'a pas cessé. Ça empire. Quand les chasseurs m'ont dit qu'ils avaient à trouver ton odeur à Seattle, j'ai ressenti le premier moment de paix que j'ai eu en 5 ans. » Il leva les yeux, ses prunelles grises la transperçant. « J'ai besoin de savoir. Sarafina, as-tu déjà trouvé un compagnon ?» Sarafina se figea. Si elle disait oui, il pourrait la laisser partir. Si elle disait non, il pourrait essayer de la réclamer à nouveau comme maîtresse. « J'ai une vie, » dit-elle prudemment. Une vie qui n'a rien à voir avec les loups ou la politique. Lucien se leva et se dirigea vers elle. Il s'arrêta à quelques centimètres, inspirant profondément. Tu sens la peur et le lait, le savon bon marché et autre chose. Il fronça les sourcils, se penchant plus près de son cou. Il y a une autre odeur sur toi, faible, mais elle sent comme moi. Sarafina cessa de respirer. Les jumeaux, elle les avait serrés dans ses bras il y a quelques heures à peine. Son odeur était imprégnée dans leur ADN et, par extension, sur ses vêtements. C'est ton imagination, lança-t-elle en reculant. Ou peut-être que c'est le fait que tes sbires m'ont jeté dans une camionnette qui sent le chien mouillé. Lucien étudia son visage, cherchant un mensonge. Il tendit la main, sa main planant près de sa joue. Je t'ai ramené parce que le Conseil croit que nous devons effectuer une cérémonie de rupture pour briser formellement tout lien résiduel qui rend mon loup fou. Très bien, dit Sarafina. Fais-le. Ensuite, laisse-moi partir. Est-ce ce que tu veux ? Demanda Lucien, ses yeux cherchant les siens avec une intensité désespérée. Être complètement séparés, être des étrangers. Tu as fait de nous des étrangers il y a 5 ans devant l'autel, murmura Sarafina. Je veux juste rentrer chez moi, à ma vie. La mâchoire de Lucien se crispa. La cérémonie a lieu dans 2 jours. D'ici là, tu es une invitée ici. Tu ne quitteras pas cette chambre. Il se tourna et se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur le loquet. Sarafina, quoi ? Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai seulement cessé de te choisir. Il sortit, la serrure se refermant. Sarafina s'effondra sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains. Il les sent sur moi. Elle avait 2 jours. Elle devait s'échapper avant qu'ils n'analysent davantage l'odeur, ou avant que les renégats ne réalisent qu'ils avaient perdu 2 enfants qui ressemblaient trait pour trait au roi. Seattle était une bête froide et impitoyable la nuit, surtout quand on ne mesurait qu'1 mètre de haut. Léo et Lyra se blottirent l'un contre l'autre à l'intérieur d'un grand tuyau de drainage rouillé près du quartier industriel. La pluie formait un rideau d'eau à l'entrée, brouillant les lumières de la ville entraînées de néons. « J'ai froid », murmura Lyra, ses dents claquant. Elle frissonnait violemment. Léo, son aîné de 12 minutes, enroula ses petits bras autour d'elle. Il n'avait pas froid. Il sentait une chaleur brûlante dans sa poitrine, une étrange énergie vibrante
qui rendait ses sens douloureusement aiguisés. Il pouvait entendre un rat courir à 15 mètres de là. Il pouvait sentir la bière éventée d'un sans-abri dormant 3 ruelles plus loin. « Prends ma veste !» dit Léo en luttant pour dézipper son sweat à capuche trempée. « Non, maman a dit que tu tombais facilement malade, » protesta Lyra, bien qu'elle se blottisse plus près. « Je ne suis pas malade, » dit Léo, sa voix baissant d'un octave, semblant plus rauque. « Je me sens fort. » Il regarda ses mains. Dans le noir, ses ongles semblaient plus longs, plus pointus. « Où est maman ?» gémit Lyra. « Les méchants hommes l'ont emmenée. Nous devons la trouver, » déclara Léo avec une certitude absolue. « Mais d'abord, il nous faut de la nourriture. J'ai l'argent d'urgence, » dit Lyra en tapotant sa chaussette. Sarafina avait cousu un billet de $50 dans la doublure de la chaussure de Lyra pour les urgences. « On ne peut pas aller dans un magasin, » dit Léo, son instinct le guidant. « Des caméras. Les méchants hommes nous chercheront là-bas. » Ils attendirent que la pluie battante se transforme en crachin. Léo prit la main de Lyra. « Viens, je sens quelque chose de bon. » Ils naviguèrent dans les ruelles comme des fantômes. Léo les conduisit loin des rues principales, se dirigeant vers l'odeur de graisse et de viande. Ils trouvèrent l'arrière d'un restaurant de hamburgers. Un adolescent coiffé d'une toque en papier sortait un sac poubelle par la porte arrière. Léo ne mendia pas. Il se tenait dans l'ombre, ses yeux gris reflétant le lampadaire. Il laissa échapper un grognement sourd, un son qui n'aurait pas dû provenir d'un enfant. L'adolescent se figea, laissant tomber le sac. Il regarda autour de lui, effrayé. « Allô ? C'est un chien ?» Léo s'avança, tirant Lyra avec lui. Il n'avait pas l'air d'un mendiant. Il ressemblait à un prince en haillons. Il fixa l'adolescent avec une intensité qui fit tressaillir le garçon. « Nous avons faim », dit Léo. Ce n'était pas une demande. C'était un constat. L'adolescent cligna des yeux, confus par l'autorité dans la voix de l'enfant. « Vous êtes perdu ? Où sont vos parents ? » « De la nourriture », répéta Léo, ses yeux brillants d'une brève lueur dorée. L'adolescent ressentit une envie soudaine et inexplicable d'obéir. Ce n'était pas de la peur exactement. C'était une compulsion. Ouais, d'accord. J'ai quelques steaks qui n'ont pas été vendus. Attendez. Il rentra et revint avec 2 hamburgers emballés dans du papier d'aluminium. Léo les prit, hocha la tête une fois en guise de congé et emmena Lyra. Ils mangèrent à l'abri d'un arrêt de bus. La nourriture leur donna de la force, mais le danger était partout. Alors qu'ils finissaient, une berline noire passa lentement devant eux. Ce n'étaient pas les renégats cette fois. C'était une voiture élégante et chère. La vitre se baissa. « Vous êtes bien loin de chez vous ?» dit une voix. Léo sauta devant Lyra, montrant les dents. Un homme sortit de la voiture. Il était grand, portait un costume anthracite. Il avait les cheveux blonds gominés en arrière et un visage qui était beau mais cruel. C'était Silas Venn. C'était un vampire, une espèce qui maintenait une paix froide et fragile avec les lycans. C'était un courtier en information locale, un homme qui faisait le commerce de secrets. Silas renifla l'air, un lent sourire s'étalant sur son visage pâle. Intéressant, très intéressant. « Va-t'en !» cria Léo. « Je vais te mordre. »« J'en suis sûr, petit loup !» ricana Silas. « Tu sens le chien mouillé, mais en dessous de ça, tu sens la royauté. » Silas s'accroupit, ignorant le grognement que Léo émettait. « J'ai vu les nouvelles. Le roi Lucien cherche une femme, mais il n'a pas mentionné qu'il avait perdu ses petits. » Les yeux cerclés de rouge de Silas brillèrent. Les vampires ne se souciaient pas de la politique des loups, mais ils se souciaient de l'argent et des moyens de pression. Le roi des lycans, ayant des enfants illégitimes secrets. C'était un secret qui valait des milliards. « Qui est ton père, garçon ?» demanda doucement Silas. « Je n'ai pas de père » hurla Léo. « Menteur » murmura Silas. Il se déplaça avec une vitesse surnaturelle, attrapant Léo par la peau du cou. Léo réagit par pur instinct. Il ne se contenta pas de mordre. Il se transforma. Ce n'était pas une transformation complète. Il était trop jeune. Mais sa mâchoire se déboîta. Ses dents s'allongèrent en crocs acérés et des griffes jaillirent de ses baskets. Il lacéra la main de Silas. Silas siffla, lâchant le garçon et regardant les profondes entailles sur sa peau pâle. Les blessures ne guérissaient pas instantanément. Des dégâts d'alpha. « Lyra, cours !» hurla Léo. Mais Lyra était pétrifiée. Silas frappa Léo du revers de la main, en voyant le petit garçon déraper sur le pavé mouillé. Léo heurta un lampadaire et resta immobile. « Léo !» hurla Lyra. Silas se dressa au-dessus de Léo, essuyant le sang de sa main. « Sale petite chose. Je devrais te tuer, mais tu vaux trop cher, vivant. » Il tendit la main vers le corps inconscient de Léo. Vroom! Le rugissement d'un moteur de moto déchira la nuit. Une moto massive sauta le trottoir,
dérapant pour s'arrêter entre Silas et les enfants. Le pilote actionna la béquille et descendit d'un seul mouvement fluide. Il était immense, plus grand que Lucien. Il portait un blouson de cuir avec un écusson qui avait été arraché, laissant des fils effilochés. Il retira son casque, révélant un visage balafré, un œil blanc laiteux et aveugle, l'autre d'un bleu électrique perçant. Des cheveux blancs tombèrent sur ses épaules. C'était Jax, anciennement le général Jax, le bras droit du roi, exilé 5 ans plus tôt pour avoir refusé d'accepter Isabelle comme reine. Il vivait comme un renégat, observant depuis l'ombre. « Éloigne-toi des petits, sensu », gronda Jax. Sa voix ressemblait à des rochers qui s'entrechoquent. Silas se redressa, ricanant. « Ce ne sont pas tes affaires, Ronin. »« C'est devenu mes affaires quand j'ai senti le sang du vrai roi, » dit Jax. Il sortit un couteau en argent dentelé de sa botte. Silas pesa ses options. Un vampire contre un alpha de combat comme Jax. Pas de bonne chance. « Garde-les !» cracha Silas. « Le roi le découvrira tôt ou tard. Et quand il le fera, tu regretteras de ne pas m'avoir laissé les prendre. » Silas disparut dans l'ombre, sa voiture démarrant en trombe. Jax se tourna vers les enfants. Il s'agenouilla à côté de Léo, vérifiant son pouls. « Il est vivant !» grogna Jax. Il regarda Lyra, qui tremblait violemment. « Qui êtes-vous » murmura Lyra. Jax la regarda, et son visage dur et balafré s'adoucit. Il vit Sarafina dans les yeux de la fillette. « Je suis un vieil ami de votre mère » dit Jax doucement. Il souleva Léo dans un bras et tendit son autre main à Lyra. « Viens, petite princesse, nous avons une guerre à commencer. Ma maman est avec le roi » sanglota Lyra. « Je sais » dit Jax, regardant vers la silhouette lointaine de la tour royale. « Et nous allons la récupérer. Mais d'abord, nous devons apprendre à ton frère comment être un roi. » Jax hissa Lyra à l'arrière de sa moto. Alors qu'il s'éloignait à toute vitesse dans la nuit, les yeux de Léo s'ouvrirent en papillonnant. Il n'était plus gris. Il brillait d'un or solide et lumineux. L'héritier Alpha s'était éveillé. Le donjon de la forteresse royale n'était ni humide ni sombre. Il était stérile. C'était une pièce blanche, sans coin, conçue pour briser l'esprit par la privation sensorielle. Mais Sarafina Blackwood avait quelque chose de plus fort que la folie pour la garder saine d'esprit. La connaissance terrifiante que ses enfants étaient nés quelque part dehors avec un homme qu'elle priait être un allié. 2 jours s'étaient écoulés. 2 jours de silence, rompus seulement par le bourdonnement du système de ventilation. Puis la porte siffla en s'ouvrant. Isabelle Roche entra, suivie de 2 gardes. Elle portait un plateau avec une théière en argent et une seule tasse en porcelaine. Elle avait l'air impeccable, sa robe blanche nette et impeccable. Mais l'odeur qui émanait d'elle était rance, l'odeur de lait aigre d'une anxiété profonde et purulente. « Ton dernier repas ?» dit Isabelle, en posant le plateau sur la petite table boulonnée au sol, ou plutôt un thé purifiant pour préparer ton esprit à la cérémonie de ce soir. Sarafina s'assit sur le bord du lit, son expression impassible. « Je n'ai pas soif. »« Tu le boiras » claqua Isabelle, son vernis de royauté s'écaillant. Cela fait partie du rituel. Laurier rose blanc et sauge pour purifier le sang. Sarafina renifla l'air. Sous l'arôme floral du thé, il y avait autre chose. Une saveur métallique et amère. Du tulou. Pas assez pour tuer un humain instantanément, mais assez pour affaiblir un loup si sévèrement qu'il ne pourrait ni se transformer ni se battre. Assez pour faire arrêter le cœur si le pouls s'élevait trop haut, comme lors d'une cérémonie magique douloureuse. « Tu essaies de me tuer sur l'autel », déclara calmement Sarafina. « Lucien est-il au courant ? Lucien sait ce que je lui dis », siffla Isabelle en se penchant tout près. « Il pense que cela va te sauver. Il pense que la rupture ne fera qu'effacer ses souvenirs de toi, libérer son loup et te laisser vivre ta triste petite vie humaine. Mais il ne sait pas qu'un lien rejeté 2 fois tue le vaisseau le plus faible. » Isabelle sourit, une torsion cruelle des lèvres. « Tu l'as rejeté il y a 5 ans en fuyant. Ce soir, il te rejette par la loi. Tu ne survivras pas à la magie, Sarafina. Ton cœur va juste lâcher. Un tragique accident dû à ta faible constitution. »« Ah, tu as peur », réalisa Sarafina en regardant dans les yeux maniaques d'Isabelle. « Tu sais que s'il me regarde trop longtemps, il verra la vérité. Tu sais que tu n'es qu'une remplaçante. » La main d'Isabelle fusa, giflant Sarafina au visage. La bague coupa la joue de Sarafina. « Buvez le thé », ordonna Isabelle aux gardes. « Forcez-la si nécessaire. » Les gardes s'avancèrent, mais l'alarme retentit. Une pulsation basse et rythmée qui signalait l'approche du roi. Isabelle pâlit. Elle attrapa la tasse, en vida le contenu elle-même dans un mouvement de panique pour cacher l'épreuve, réalisant trop tard ce qu'elle avait fait. Elle s'étouffa, toussant, mais parvint à se ressaisir, alors que Lucien entrait.
Il était vêtu des robes de cérémonie du grand alpha, du velours noir brodé de fils d'argent. Il ressemblait au sinistre faucheur. « Laissez-nous » dit Lucien, sa voix creuse. Isabelle, réprimant une vague de nausée due à la petite dose de Tulou qu'elle venait d'ingérer, s'inclina en tremblant et s'enfuit, les gardes la suivant. Lucien regarda la marque rouge sur la joue de Sarafina. Ses yeux s'enflammèrent, le gris s'assombrissant en charbon. « T'a-t-elle frappé ? Cela n'a pas d'importance, » dit Sarafina en se levant. Elle ressentait un calme étrange. « Finissons-en, Lucien. »« Sarafina, » dit-il en entrant dans son espace. L'air entre eux crépitait. Même après 5 ans, même avec la haine et la blessure, l'attraction magnétique était indéniable. C'était la gravité. « Dis-moi d'arrêter. Dis-moi que tu m'aimes encore, et je brûlerai le script. Je combattrai le conseil. » Sarafina regarda sa poitrine, refusant de croiser son regard. Si elle lui disait, il découvrirait l'existence des jumeaux, et tant qu'Isabelle vivrait, les jumeaux seraient indicibles. « Je ne t'aime pas, » mentit-elle. Les mots avaient un goût de cendre. « J'aime la vie que j'ai bâtie sans toi. Libère-moi. » Lucien tressaillit comme s'il avait été poignardé. L'espoir dans ses yeux mourut, remplacé par un mur de glace. « Très bien, » murmura-t-il. « Ce soir, nous rompons le lien. » La grande salle était bondée. Toute l'aristocratie de la meute de la Lune d'Argent était présente, ainsi que des dignitaires en visite. Des torches bordaient les murs, projetant de longues ombres dansantes. Au centre de la pièce se tenait la pierre de lune, une énorme dalle d'obsidienne aussi ancienne que les montagnes. Sarafina fut amenée, les mains liées par des menottes d'argent. Elle portait une simple chemise blanche, ressemblant à une sacrifiée. L'ancien Tobias se tenait près de la pierre. Il avait l'air plus vieux, plus fragile. Il tenait un calice rempli d'un liquide bleu lumineux, de l'essence de fleurs de lune. « Nous nous rassemblons pour corriger une erreur du destin », entonna Tobias, sa voix chevrotante. Le roi Lucien Sterling rejette le lien avec Sarafina Blackwood. Il réclame sa liberté. Lucien se tenait en face d'elle. Il prit une dague d'argent et s'entailla la paume, laissant son sang couler dans le calice. « Main !» ordonna Tobias à Sarafina. Elle tendit la main. Tobias lui coupa la paume, son sang se mêlant à celui de Lucien dans la coupe brillante. « Bois !» dit Tobias à Lucien. « Et libère-la !» Lucien leva la coupe. Ses mains tremblaient. Il regarda Sarafina une dernière fois. « S'il te plaît !» le suppliaient ses yeux. « Donne-moi une raison d'arrêter. » Elle fixa droit devant elle, son visage un masque de pierre. Lucien but. Une onde de choc traversa la pièce. Les torches s'embrasèrent. Lucien laissa tomber la coupe. Elle retentit bruyamment sur le sol de pierre. Il se saisit la poitrine, se pliant en deux, un rugissement d'agonie s'échappant de sa gorge. « Ça brûle !» cria Lucien, ses yeux se révulsant. « Ça ne se brise pas, c'est... Ah, le lien refuse de se rompre !» Quelqu'un cria dans la foule. Isabelle se tenait au premier rang, pâle et en sueur à cause du Tulou qu'elle avait accidentellement ingéré, ses yeux écarquillés de terreur. « Il ne se brise pas parce que le lien a porté ses fruits, » pensa-t-elle. « Les enfants. »« Finissez-en !» hurla Isabelle. « Tuez-la ! Elle l'ensorcelle !» Les gardes royaux tirèrent leurs épées, confus mais réagissant à la panique de la reine. « Non !» rugit Lucien, tombant à genoux, son loup faisant surface, combattant la magie qui essayait de déchirer son âme. Sarafina regardait, des larmes coulant enfin. La magie le tuait parce qu'elle ne pouvait pas effacer un lien qui avait créé la vie. « Lucien, arrête !» cria-t-elle en se précipitant en avant, mais les gardes lui saisirent les bras. « Exécution !» hurla Isabelle, saisissant l'instant. « C'est une sorcière ! Tuez-la maintenant !» Un garde leva son épée au-dessus du cou de Sarafina. 2 heures plus tôt, dans la carcasse rouillée d'un vieux chantier naval en bordure de la ville, le général Jax essayait de raisonner un démon de 5 ans. « Concentre-toi, Léo !» gronda Jax. « Tu n'es pas une boule de démolition, tu es un scalpel. » Léo se tenait au centre de l'entrepôt. Sa chemise était en lambeaux. Sa petite poitrine se soulevait. Ses yeux ne brillaient pas seulement. C'étaient 2 soleils miniatures. Le garçon vibrait avec une telle puissance alpha brute que les poutres métalliques de l'entrepôt gémissaient de sympathie. « Je veux ma maman !» gronda Léo. Sa voix était une superposition déformée d'enfant et de bête. « Nous allons la chercher », dit calmement Jax en brandissant un épais tuyau d'acier. « Mais si tu y vas comme ça, tu vas la tuer. Ton énergie est trop volatile. Tu feras s'effondrer le toit sur sa tête. » Jax lança le tuyau d'acier à Léo. « Brise-le, mais n'utilise pas tes mains. Utilise ta volonté. » Léo fixa le tuyau. Il ne le toucha pas. Il poussa un cri aigu et frustré. Le tuyau ne se plia pas. Il explosa en éclats. Jax protégea son visage. D'accord, la subtilité est exclue. On y va par la force brute. Dans le coin,
Lyra était assise sur une caisse, ses jambes se balançant. Elle n'était pas en colère comme Léo. Elle était étrangement calme. Ses yeux noisettes étaient vides, fixant quelque chose que seule elle pouvait voir. « La méchante dame a peur », murmura Lyra. Jax se tourna vers elle. « Isabelle, elle a bu le thé empoisonné », dit Lyra d'un ton monotone. « Elle se sent mal. Mais papa se sent encore plus mal. Son cœur est en feu. » Jax se figea. La fille était une voyante. Les gènes alpha s'étaient manifestés chez Léo par une puissance physique. Mais chez Lyra, ils avaient manifesté une vision spirituelle. Un don qui n'avait pas été vu dans la lignée Sterling depuis 3 siècles. « Nous manquons de temps », dit Jax. Il se dirigea vers une forme couverte d'une bâche dans le coin et la retira. C'était sa vieille moto de guerre, mais modifiée. Et à côté, un sidecar lourdement blindé. « Équipez-vous, les petits », sourit Jax, sa dent en or brillant. « On va s'incruster à une fête. » Le trajet jusqu'à la forteresse fut un flou de vitesse et de pluie. Jax connaissait les anciennes routes de contrebande, les tunnels sous la ville qui menaient directement aux catacombes sous la chapelle royale. Ils garèrent la moto au plus profond du sous-sol. Jax ouvrit une grille rouillée d'un coup de pied. « Par ici, restez derrière moi. » Ils gravirent les escaliers en colimaçon, le son des chants devenant plus fort au-dessus d'eux. Léo grognait sourdement dans sa gorge, ses petites mains serrées en poing. « Souviens-toi du plan », chuchota Jax à Léo. « Je m'occupe des gardes. Tu t'occupes de la pièce. Lyra, tu restes cachée jusqu'à ce que ce soit sûr. »« Non, » dit fermement Lyra. « Je dois aider papa. » Ils atteignirent la lourde porte en bois derrière l'autel. À travers les fentes, ils entendirent le chaos éclater. Ils entendirent Isabelle crier « Exécution !»« Maintenant !» rugit Jax. Il n'ouvrit pas la porte. Il la défonça d'un coup de pied. Le lourd chêne vola dans la grande salle, s'écrasant contre le pupitre et envoyant l'ancien Tobias valser. Toute l'assemblée se figea. Dans l'embrasure de la porte se tenait le général Jax, un fantôme du passé, tenant une énorme hache de combat. Mais ce n'était pas Jax qui fit retenir leur souffle à 300 loups. C'était le garçon qui se tenait à côté de lui. Léo entra dans la lumière. Il paraissait minuscule dans la vaste salle, mais son ombre semblait s'étirer sur des kilomètres. Il vit le garde avec l'épée levée au-dessus de sa mère. Léo ne courut pas. Il ouvrit la bouche et laissa échapper un rugissement. Ce n'était pas le cri d'un enfant. C'était un ordre d'Alpha. « Éloignez-vous d'elle !» La force de la voix frappa la pièce comme une onde de choc physique. Les vitraux volèrent en éclats vers l'intérieur. Le garde tenant l'épée fut projeté en arrière comme s'il avait été touché par un boulet de canon, s'écrasant contre le mur de pierre et glissant au sol, inconscient. Lucien, toujours à genoux, se tenant la poitrine, leva les yeux à travers le brouillard de douleur. Il vit le garçon. Il vit les cheveux de corbeau, le froncement de sourcils furieux, la posture qui reflétait la sienne. Et il vit les yeux, dorés, purs, de l'or en fusion, le signe d'un véritable alpha, un roi né, pas fait. « Impossible !» haleta Isabelle en s'agrippant à la balustrade du premier banc. Léo s'avança, ignorant les centaines d'adultes stupéfaits. Il marcha droit vers Sarafina, qui sanglotait de soulagement et de terreur. Il arracha les menottes d'argent de ses poignets comme si elles étaient en papier. Puis Léo se tourna pour faire face à Lucien. Le garçon de 5 ans se tenait de manière protectrice devant sa mère, montrant ses crocs au roi Lycan. « Tu as fait pleurer ma sœur !» grogna Léo, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Je te défie !» Un hoquet collectif aspira l'air de la pièce. Un louveteau défiant un roi. C'était du jamais vu. C'était un suicide. Mais Lucien n'attaqua pas. Il fixa Léo, puis Sarafina, et finalement les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec la force d'un train de marchandises. L'odeur, le timing, le lien qui ne voulait pas se briser. Lucien se leva lentement, la douleur dans sa poitrine s'évanouissant, remplacée par une admiration écrasante et terrifiante. Il fit un pas vers le garçon. « Qui es-tu » murmura Lucien, sa voix tremblante. Léo bomba le torse. « Je suis Léo, et voici Lyra. » Il désigna les ombres où Jax aidait la petite fille à escalader les décombres. « Et tu es le méchant homme. » Lucien regarda Sarafina. Des larmes coulaient sur son visage. « Sarafina, sont-ils... Ce sont les héritiers que tu as rejetés » s'écria Sarafina en tirant Léo contre elle. Parce que le sang de leur mère était trop faible. Lucien tomba de nouveau à genoux, non pas de douleur, mais sous le poids de son propre péché. Il regarda son fils, sa copie conforme, et inclina la tête jusqu'à ce qu'elle touche le sol. « Je me rends » murmura le roi à l'enfant. « Non » hurla Isabelle. Sa santé mentale céda finalement. Elle sortit un pistolet caché des plis de sa robe, une arme interdite dans la salle sacrée. « Je ne perdrai pas. Je suis la reine. » Elle visa l'arme non pas sur Sarafina, mais sur Léo.
« Meurs, petit bâtard !» Bang! Le son du coup de feu ne fut pas un bang. Ce fut une détonation qui scinda la chronologie de la meute de la lune d'argent en deux. Sarafina n'eut pas le temps de crier. Elle vit l'éclair du canon. Elle vit la balle tournoyer vers la petite poitrine de Léo. Elle se jeta en avant. Mais elle était lente, humaine. Mais le roi ne l'était pas. Lucien bougea plus vite que la pensée. Il ne se transforma pas. Il n'y avait pas le temps. Il jeta simplement son corps entre l'arme et son fils. Touac! La balle traversa l'épaule de Lucien, le faisant tournoyer. Il s'écrasa sur le sol de pierre. Le sang fleurit instantanément sur sa chemise blanche de cérémonie comme un coquelicot grotesque. « Lucien !» hurla Sarafina en tombant à genoux à côté de lui. Isabelle resta figée, le pistolet fumant toujours à la main, les yeux écarquillés par la prise de conscience de ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas tué l'enfant bâtard. Elle avait tiré sur le roi. « Traîtresse !» rugit le général Jax. Il se déplaça comme un éclair. D'un seul mouvement de son bras massif, il frappa Isabelle du revers de la main. Elle vola à travers l'autel, heurtant le mur de pierre avec un craquement écœurant, l'arme tombant avec un bruit métallique. Elle s'affaissa sur le sol, inconsciente. Son règne de terreur prit fin en une seule seconde. La salle éclata dans le chaos. Mais c'était un chaos de panique, pas de violence. Les gardes se précipitèrent pour maîtriser Isabelle, tandis que les anciens entouraient le roi déchu. « Papa !» La petite voix tremblante perça le bruit. Léo se tenait au-dessus de Lucien. La lueur dorée dans les yeux du garçon s'était estompée, remplacée par des larmes terrifiées. Il tendit une petite main tremblante. Lucien gémit, son facteur de guérison combattant déjà le plomb dans son épaule. Il ouvrit les yeux, ignorant la douleur, et se concentra entièrement sur le garçon. « Je vais bien, Léo. Je vais bien. Tu m'as sauvé, » murmura Léo, confus. « Mais je t'ai défié. Un père ne combat pas son fils. » haleta Lucien, en levant sa main ensanglantée pour caresser la joue de Léo. Il regarda Sarafina, ses yeux remplis d'un amour désespéré et suppliant. Et un roi protège sa famille. Lyra sortit en rampant de derrière les décombres, se jetant sur le côté non blessé de Lucien. « Papa, ne meurs pas. Je vois ta lumière. Elle vacille. Il ne mourra pas, » dit Sarafina férocement, déchirant une bande de sa robe pour panser la blessure. « Il est trop têtu pour mourir. » L'ancien Tobias s'avança, le visage pâle. Il regarda les jumeaux, la puissance brute qui émanait de Léo et l'aura mystique qui entourait Lyra. Il regarda le sang du roi se mêler au sang de la compagne rejetée sur le sol. « L'oracle s'est trompé », annonça Tobias, sa voix tremblante. « Ou on lui a menti. » Il se tourna vers la foule. « Regardez le garçon. Il porte les yeux dorés du premier alpha. Ce n'est pas un sang faible. C'est la lignée la plus pure que nous ayons vue depuis 1000 ans. » Lucien serra les dents en s'asseyant, soutenu par Sarafina. « La faiblesse n'était pas dans son sang, » dit-il, sa voix gagnant en force. « Elle était dans ma foi. J'ai fait confiance à une prophétie plutôt qu'à mon propre cœur. » Il regarda la foule. Isabelle Roche est déchue de tous ses titres. Elle pourrira dans les cellules qu'elle a construites pour ma compagne. Il se tourna vers Sarafina. La salle devint silencieuse. « Sarafina, » dit Lucien, en se mettant debout avec difficulté, refusant de montrer sa faiblesse. « C'est moi qui nous ai brisés. J'ai passé 5 ans à régner sur un royaume de cendres parce que je t'ai renvoyé. Je n'attends pas de pardon. Mais je supplie pour une chance, pas en tant que ton roi, mais en tant que père de ses enfants. » Sarafina regarda l'homme qu'elle avait haï pendant 5 ans. Elle vit les cheveux gris, les rides de chagrin sur son visage, et le sang frais sur sa poitrine, du sang versé pour sauver leur fils. Le lien, celui qu'ils avaient essayé de rompre avec la magie et le poison, vibrait entre eux, plus fort que jamais. Elle regarda Léo et Lyra. Il ne regardait plus Lucien avec peur, il le regardait avec admiration. « Tu as beaucoup de travail à faire, Lucien Sterling, » dit doucement Sarafina. « J'ai toute une vie, » répondit-il. Il tendit la main, pas la main ensanglantée, mais la main propre, celle qui avait tremblé devant l'autel 5 ans plus tôt. Sarafina hésita un instant, puis elle la prit. Au moment où leur peau se toucha, une onde de choc d'énergie pure traversa la cathédrale. Ce n'était pas douloureux comme le rituel de rupture, c'était chaud, ça sentait la pluie et le cèdre. C'était le lien de la meute qui se rétablissait, ancrant le roi à sa véritable reine. Léo applaudit, ses crocs sortant dans un sourire. Lyra tapa dans ses mains. Jax, s'appuyant sur sa hache de combat, essuya une larme de son bon œil. « Il était temps », grogna le vieux général. Le balcon de la forteresse royale surplombait une meute qui guérissait enfin. Les récoltes revenaient, les chasses étaient abondantes. La malédiction du sang faible avait été levée. Sarafina se tenait à la balustrade, regardant le jardin en contrebas.
Léo se battait avec une douzaine d'autres louveteaux dans l'herbe, clairement le chef de la meute, tandis que Jax supervisait avec un chronomètre. Lyra était assise sur un banc avec l'ancien Tobias, lisant un ancien parchemin, ses capacités de voyante étant affinées par le meilleur. Des bras s'enroulèrent autour de la taille de Sarafina par derrière. Elle se pencha en arrière dans la chaleur de son compagnon. « Ils sont heureux », murmura Lucien dans son cou. « Ils sont en sécurité », corrigea Sarafina en posant sa main sur la sienne. « C'est ce qui compte. Et toi ?» demanda Lucien en la retournant. Les ombres avaient disparu de ses yeux. « Es-tu heureuse ?» Sarafina leva les yeux vers le roi Lycan, l'homme qui l'avait rejeté, traqué, et qui avait saigné pour elle. Ça n'avait pas été un conte de fées. Ça avait été une guerre, mais ils avaient gagné. « Je suis à la maison », sourit-elle. Lucien l'embrassa, et sous la lumière de la pleine lune, l'alpha des alphas hurla enfin, non pas en deuil, mais en triomphe. Et c'est l'histoire de Sarafina et du roi Lucien, d'un rejet brutal devant l'autel à une vie secrète en exil, et finalement à une rédemption sanglante qui a réuni une famille brisée. C'est un rappel que parfois le destin fait des erreurs, et que le vrai pouvoir ne vient pas d'un titre ou d'une lignée. Il vient de la volonté féroce de protéger ceux que l'on aime. Lucien a dû tout perdre pour réaliser que sa plus grande force n'était pas sa couronne, mais la femme qu'il avait mise de côté. Qu'en pensez-vous ? Si vous étiez Sarafina, auriez-vous pu pardonner à Lucien après 5 ans de silence ? Ou l'auriez-vous laissé se vider de son sang sur ce sol de pierre froide ? C'est un choix difficile. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Team pardon ou team oubli. Si vous avez apprécié cette montagne russe de romances de loup-garou, de trahison et de justice, s'il vous plaît, explosez ce bouton « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Nous avons un drame de vampire épicé qui arrive la semaine prochaine que vous ne voudrez pas manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine histoire.